Bonjour à tous et bienvenue dans un petit épisode très rapide et très court sur la question turque au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Ukraine. Et pour pouvoir adopter et parler un peu plus davantage sur la Turquie, nous avons décidé de faire l'interview avec Jean Marcou, qui est donc chercheur associé à l'ESMENA, mais également à l'université d'Anatolie, c'est bien ça? Vous êtes aussi chercheur associé à l'université. Je suis professeur émérite à Sciences Po Grenoble, Université Grenoble-Alpes, et je suis chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes, ainsi qu'à la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Merci. Donc pour cet épisode-ci, nous allons tout d'abord commencer par une sorte de discussion sur la position turque en Syrie. Donc on voit que la question syrienne est un point qui intéresse énormément la Turquie, mais pas que. On a aussi au sud Israël, on a également aussi de manière assez directe, voire indirecte, les États-Unis, avec ces nombreux accords et rapprochements avec le gouvernement d'Al-Shara. Comment vous interprétez le champ syrien sous l'angle turc, notamment avec la question des Druzes, des Kurdes, mais également la position d'Al-Shara. On sait aussi que la Turquie a énormément aidé Al-Shara sur la question d'Idlib, mais notamment la chute du régime de Bachar el-Assad, et de ses relations plus ou moins intéressantes avec Israël. Quelle est votre opinion et votre analyse sur cette question-ci? Bien, la Turquie, il y a un peu plus d'un an, lorsque le régime de Bachar el-Assad est tombé, est apparu à beaucoup d'observateurs comme le grand bénéficiaire de ce retournement stratégique qui paraissait à l'époque inattendu, notamment parce que l'offensive justement rebelle, et en particulier de Hayat Tahrir al-Sham, c'est parti de Idlib, c'est-à-dire d'une zone qui était une zone qu'on appelait zone de désescalade du processus d'Astana, c'est-à-dire ce trio Iran, Turquie, Russie, qui prétendait stabiliser le conflit syrien, mais placer la Turquie comme force d'interposition à Idlib. Et c'est là effectivement que des liens se sont noués effectivement avec les rebelles, des liens proches, parce que finalement, quand on observe la politique étrangère de la Turquie en Syrie, depuis presque les débuts de la guerre civile, elle a soutenu l'opposition. Et d'une certaine manière, on peut se dire que cette position constante, en dépit des divisions de l'opposition et des moments très durs qu'avait vécu l'opposition syrienne face à l'intervention russe iranienne et face à, bien sûr, au régime de Bachar el-Assad, eh bien, cette position, finalement, a fini par payer. Donc, de fait, on a dit que la Turquie était un peu le grand bénéficiaire de ce retournement syrien. Toutefois, désormais, je dirais que c'est une autre ère qui a commencé depuis un an, qui est celle de la stabilisation de la Syrie, avec tous les points d'interrogation qui demeurent, notamment quant au régime de la capacité du régime d'Ahmed el-Shara, finalement, de stabiliser définitivement ce pays. On a vu qu'effectivement persistaient des problèmes graves de minorités, de communautés, qui pouvaient enrayer le processus de stabilisation. Et puis, il y a effectivement un travail énorme à faire de reconstruction de ce pays, de reconstitution de son économie, et je dirais, même pas de réintégration de ce pays sur la scène internationale, mais d'intégration, parce que finalement, par le régime de Bachar el-Assad, ce pays était très isolé de longue date, et notamment, y compris par le régime baathiste. Il y avait eu des tentatives au début du millénaire au moment de la création, notamment par la France, de l'Union pour la Méditerranée, d'intégrer la Syrie dans le concert international, qui avait finalement échoué et qui, par ailleurs, bien évidemment, la situation s'est aggravée avec la guerre civile. Donc, il y a ce problème de faire de la Syrie un véritable État sur la scène internationale. Alors, c'est vrai que la Turquie apparaît, là encore, comme pourvue de cartes qui sont importantes, du fait de sa relation ancienne avec l'opposition syrienne, de son soutien, et du fait de ses capacités de coopération
en particulier sur le plan économique et sur le plan diplomatique. La Turquie a à la fois des outils sur le plan économique, industriel, sur le plan diplomatique, sur le plan de la défense aussi, sur le plan de la police, la sécurité. Donc la Turquie est apparue comme un pays tout de suite capable d'impulser des actions très concrètes, par exemple sur le plan économique énergétique, les tentatives et les opérations visant à reconstituer les structures énergétiques de la Syrie, en particulier pour donner de l'électricité, enfin un plus grand nombre d'heures par jour d'électricité aux populations syriennes, mais également, au-delà de cet aspect économique, elle s'est investie notamment dans la restructuration d'une armée syrienne, d'une police syrienne, d'un État syrien. Donc elle apparaît avec des cartes importantes à jouer. Ceci dit, je crois qu'il ne faut pas oublier une chose qui est apparue immédiatement. Il ne faut pas oublier que la Turquie, bien sûr, est une puissance économique, mais c'est la deuxième puissance économique du Moyen-Orient, et comme par hasard, la première puissance économique du Moyen-Orient, à savoir l'Arabie Saoudite, s'intéresse aussi de très près à la Syrie. On n'a pas manqué d'observer que le premier voyage à El Shara s'était fait en Arabie Saoudite. Il ne faut pas oublier qu'il a un long passé historique avec l'Arabie Saoudite, son enfance, il a passé en Arabie Saoudite, etc. Et donc il a des liens importants. Et de surcroît, sur le plan économique en tout cas, l'Arabie Saoudite a des possibilités énormes de coopération, probablement que n'a pas la Turquie. Donc il y a, y compris parmi des pays avec lesquels la Turquie a de bonnes relations actuellement, ce n'a pas toujours été le cas au cours des 10 dernières années, mais avec l'Arabie Saoudite c'est le cas aujourd'hui, il y a finalement un jeu de concurrence qui peut apparaître et qui peut finalement avec lequel la Turquie devra compter. Et puis bien sûr il y a un autre enjeu qui est important, c'est l'avenir des zones kurdes dans le nord de la Syrie, puisque au cours de la dernière décennie, la Turquie a lancé 3 opérations militaires justement en Syrie. La première, c'est vrai, était dirigée contre Daesh, mais en fait indirectement dirigée contre les Kurdes, puisqu'il s'agissait d'empêcher les Kurdes en 2016, dans cette opération bouclier de l'Euphrate, d'empêcher les Kurdes de s'installer sur des régions qui étaient évacuées par Daesh, qui étaient à l'époque en déclin. Et par la suite, il y a eu l'opération sur Afrin, et il y a eu l'opération sur la rive est de l'Euphrate, donc des opérations qui ont d'ailleurs donné à la Turquie la possibilité de contrôler certaines zones du territoire syrien, qu'elle contrôle, qu'elle a aménagé, et sur lesquelles elle a toujours, bien sûr, un contrôle. Donc, en réalité, la situation ici est importante, puisque c'est aussi l'avenir de la Syrie, c'est-à-dire la capacité de la Syrie à s'imposer sur l'ensemble de son territoire, mais ça concerne également directement la Turquie, qui a lancé depuis un peu plus d'un an, un processus de règlement à nouveau de sa question kurde. C'est la 4e fois que l'AKP se lance dans un processus de ce type. Et on a bien vu que la Turquie liait les 2 processus parce qu'elle considère que, en réalité, d'ailleurs à juste titre, que les Kurdes syriens qui contrôlent cette région autoproclamée qui est le Rojava sont étroitement liés au PKK, même s'ils ont leur propre organisation, et en particulier même s'ils ont une organisation, les forces démocratiques syriennes qui intègrent au-delà des Kurdes des Syriens, des organisations kurdes laïques. Donc cette position, ce problème kurde syrien est étroitement lié, je dirais, à la stabilisation de la Syrie, mais lié aussi au processus kurde en Turquie. Et on a bien vu que depuis le début du processus, depuis le début du changement de régime, dès que le régime de Bachar el-Assad est tombé, la Turquie avait fait savoir qu'elle ne voulait pas que
Elle n'entendait pas que finalement la région autoproclamée, kurde autoproclamée en Syrie, soit finalement consacrée par le changement de régime. Donc, il y a eu, on le sait, un accord le 10 mars dernier entre Mazloum Abdi et Ahmed al-Shara, qui prévoit l'intégration des structures militaires et administratives du Rojava dans le nouvel État syrien. Et parallèlement, le processus kurde en Turquie a avancé, ce que Recep Tayyip Erdogan appelle le processus de Turquie sans terrorisme, l'initiative pour une Turquie sans terrorisme. Ce processus a avancé, mais les deux processus ne sont pas achevés concrètement. Or, j'observe que pour les deux processus, il y a une deadline qui a été avancée, c'est la fin de cette année. Oui. Théoriquement, à la fin de l'année, il doit y avoir cette intégration du Rojava dans le nouvel État syrien. Et à la fin de cette année, le Parlement turc, qui a créé une commission spéciale pour ce règlement de la question kurde, cette commission spéciale, en tout cas les différents groupes de cette commission spéciale, sont en train de faire des recommandations. Et je dirais que l'aboutissement de ce processus en Turquie dépend à la fois de ce qui va se passer dans le Rojava et véritablement des réformes qui vont être proposées en Turquie, de ce que le gouvernement turc va décider de faire pour définitivement régler la question kurde. Il y a donc là un enjeu qui est énorme. Mais par rapport à cette question kurde, on a vu depuis maintenant plusieurs années, la Turquie et les Kurdes tentent de trouver des accords. On a eu quand même pas mal qui ont au départ fonctionné et qui n'ont pas réussi pour différentes raisons, notamment des attaques des deux côtés. On a celui de 2025, que maintenant les gens commencent à connaître, avec l'appel d'Abdullah Öcalan. En mai, on a eu donc 30 dirigeants du PKK qui ont rendu les armes et qui l'ont brûlé. En juillet, merci. En juillet, donc on a une sorte de volonté des deux côtés d'apaiser et de mettre un terme en fait à ce conflit qui a duré des décennies. Est-ce qu'il n'est pas de l'intérêt d'Erdogan de ne pas interférer dans la question kurde syrienne pour pouvoir aboutir à une fin de ce conflit kurdo-turc en interne avec la question du PKK? Je dirais qu'il lui est difficile de ne pas interférer puisqu'il considère lui-même que finalement les forces démocratiques syriennes, le Rojava c'est le PKK. Donc, si vous voulez régler la question kurde, on a bien vu que le règlement actuel passe par la dissolution du PKK. Oui. Elle est passée par effectivement ce geste symbolique d'une trentaine de membres du PKK qui ont symboliquement brûlé leurs armes en juillet. Elle est passée ensuite, plus concrètement, par la création de cette commission nationale de solidarité, de fraternité et de démocratie au sein du Parlement turc, qui rassemble, à l'exception d'une seule, mais c'est une petite formation, l'ensemble des formations représentées au Parlement turc pour élaborer des solutions. Bon, mais je dirais que la situation actuelle est un petit peu dans la dernière ligne droite. Okay. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les propositions qui vont être faites? Parce que, d'une certaine manière, quand on regarde bien à l'heure actuelle dans le processus qui a été mené en Turquie pour tenter d'apporter une solution politique à la question kurde, on est surtout resté dans le symbolique. Bon, c'est très important, effectivement, la dissolution du PKK. C'est très important de brûler des armes. C'est très important, d'une certaine manière, de négocier, même si c'est de façon indirecte, avec Abdullah Öcalan, le leader du PKK. Mais, au bout du compte, qu'est-ce qui va finalement être accordé? C'est ça, finalement, la grande question. Et on voit bien à l'heure actuelle ce qui se passe, ce qui se prépare, et du résultat, en fait, de ce processus dépend la stabilisation de la question kurde. Alors, dans ce cadre-là, c'est vrai que la Syrie est importante parce que finalement, la Syrie, bon,
les bases arrières du PKK, les points forts du PKK, on le sait, ils sont en Irak du Nord, dans les montagnes de Kandil, dans le Sinjar et actuellement en Syrie. Donc, c'est pour ça que d'une certaine manière, parce que pour l'instant on est dans une période de cessez-le-feu, et d'une certaine manière, bon, le PKK symboliquement a fait, je dirais, un pas énorme, mais en même temps, d'une certaine manière, concrètement, ses forces sont intactes. Sont intactes dans les montagnes de Kandil, dans le Sinjar, et d'une certaine manière, ses forces sont importantes encore dans le Rojava. Donc, tout ça fait que je crois qu'il y a eu des gestes spectaculaires, mais pour l'instant, on est beaucoup resté dans la symbolique. Et tout le problème dans les prochaines semaines, c'est qu'il va falloir voir comment on entre véritablement dans des actes concrets. Et c'est un peu de ces actes concrets que va dépendre le règlement de la question kurde, et en Turquie et en Syrie. Notre question est donc tournée aussi, donc encore une fois, sur la Turquie en Syrie, parce qu'on constate que Erdogan est sur plusieurs fronts, mais de manière très stratégique. Il est à la fois sur la Syrie, il est aussi également sur la question israélo-palestinienne. Il n'est pas totalement sur la question plus européenne concernant l'Arménie ou l'Azerbaïdjan. Il essaie d'être ou la Grèce, il est beaucoup plus tourné sur des points où il arrive plus ou moins à trouver et à se faufiler et à avoir une très bonne influence. On voit actuellement que la Syrie est une zone qui est divisée par plusieurs entités. Et on voit également que l'une des reines de cette recomposition syrienne est jouée au sud avec Israël. On voit que les États-Unis demandent à ce que Israël n'attaque pas certains fronts, notamment l'Irak, et notamment certaines zones syriennes, et que Donald Trump souhaite avoir une certaine harmonie entre la relation turco-israélienne en Syrie. On a pu discuter ensemble au préalable, la Turquie et et Israël ont des relations qui remontent à un certain temps, bien que entre différents discours, on a l'impression que leurs relations sont refroidies, sauf que quand on voit sur l'aspect commercial, on a quand même une très bonne entente entre Israël et la Turquie. Que pensez-vous de l'influence potentielle américaine sur les relations turco-israéliennes en Syrie? Alors sur les relations turco-israéliennes, effectivement, la Turquie et Israël sont deux pays qui se connaissent bien, parce que il ne faut pas oublier que la Turquie a été le premier pays musulman à reconnaître Israël dès le départ, après la proclamation de l'indépendance israélienne en 1948, qu'en plus elle a fait partie, et elle fait toujours partie du bloc et des alliances occidentales. Elle l'a fait pendant la guerre froide, donc elle a eu pendant longtemps, il faut bien voir, Israël était l'un des seuls partenaires du Moyen-Orient avec lequel la Turquie entretenait une relation constante. Donc, elle a une ancienne relation diplomatique, mais qui s'est grippée maintenant depuis, on peut le dire, un peu plus d'une quinzaine d'années, avec des épisodes de brouille, et en particulier l'affaire de la flottille en 2010. Ensuite, il faut bien voir que ce grippage des relations turco-israéliennes est d'ailleurs très largement venu des relations que la Turquie a établies et de l'attention qu'elle a eue envers Gaza, et des relations qu'elle a établies avec le Hamas. Si vous regardez bien, la Turquie a été en conflit, ou en tout cas en désaccord très fort avec Israël chaque fois qu'il y a eu des interventions à Gaza, notamment lors de l'affaire d'opération Plomb durci, pilier de défense, bordure protectrice, la marche du retour. Bon, à chaque fois, la Turquie, en particulier Recep Tayyip Erdogan, a eu des mots très durs vis-à-vis d'Israël. Alors, il n'empêche que lorsque s'est produit le 7 octobre, en réalité, et après de longs efforts, la Turquie et Israël étaient en train
d'essayer de normaliser leurs relations diplomatiques. Comme vous le disiez, la relation commerciale s'est maintenue. Je crois que pendant qu'on avait cette dégradation des relations diplomatiques, on a eu, au contraire, un accroissement des relations commerciales. Et c'est probablement la raison pour laquelle, au tout début du 7 octobre, la Turquie a même proposé sa médiation. Bon, ça a changé très vite. Et ça a changé très vite avec même un basculement et des mots extrêmement durs de Recep Tayyip Erdogan contre Israël, notamment quand la répression, les opérations militaires massives ont commencé sur Gaza. Dans le même temps, d'ailleurs, la relation commerciale s'est dégradée parce que, effectivement, la Turquie était accusée de jouer un double jeu. Et donc, quand on regarde bien, à partir de 2024, les relations commerciales se sont très nettement réduites, pour ne pas dire, se sont presque éteintes. Tout ça pour tenir cette position de pays clé dans le soutien aux Palestiniens. C'est ce qui a d'ailleurs empêché la Turquie de jouer probablement ensuite un rôle diplomatique à l'instar du Qatar ou à l'instar du rôle qu'a pu jouer l'Égypte, parce que les mots tenus par Recep Tayyip Erdogan vis-à-vis d'Israël étaient effectivement très durs. Mais depuis le mandat, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, indiscutablement, la Turquie est revenue dans le jeu. Elle a même joué un rôle particulier, puisque c'était un des pays signataires de l'accord de cessez-le-feu, de l'accord de Trump, du plan Trump pour Gaza. Bon. Ceci dit, on voit bien que les relations turco-israéliennes sont quand même très dégradées, puisque Israël s'est opposé dès le début à la participation de la Turquie à la force militaire d'interposition. En outre, bon, il y a désormais, quand on regarde les grands pouvoirs qui, après le 7 octobre et tout ce qui s'est passé, restent influents sur la scène moyen-orientale, bon, la Turquie et Israël sont effectivement, notamment avec l'Arabie Saoudite, un des grands pouvoirs qui restent. Et pour en revenir à la situation syrienne, c'est d'une certaine manière la Syrie et la nouvelle géopolitique syrienne qui rapproche Israël et la Turquie, non pas pour qu'ils coopèrent, mais au contraire qui peut créer une antinomie forte en Syrie entre la Turquie et Israël. On l'a bien vu puisque les deux pays se sont décrits mutuellement comme une menace ces derniers mois. Et même si, oui, ils se connaissent bien, et on observe aussi qu'ils ont effectivement eu des pourparlers, notamment pour se répartir l'espace aérien syrien, le contrôle de l'espace aérien syrien, et ne pas risquer un incident qui pourrait avoir des conséquences effectivement fâcheuses pour le Moyen-Orient. Donc on est dans cette situation, et je crois que c'est une situation qui est aussi un enjeu pour Israël, parce que effectivement Israël a été soutenu très fortement depuis toujours par les États-Unis, mais on voit à l'heure actuelle aussi que Trump a réussi à imposer cet accord à Israël. Pourquoi? Parce que là, il faut se retourner vers la politique intérieure américaine, parce que la base même de Trump est très partagée à l'heure actuelle sur le soutien à Israël. Et donc, alors même que la Turquie joue cette carte, finalement, d'allié de Trump, a établi des bonnes relations avec Trump, donc je dirais que tout va se jouer un petit peu au Moyen-Orient, un petit peu là-dessus. Les trois puissances fortes ont des relations fortes et contradictoires avec les États-Unis. Mais à chaque fois, c'est pas, je dirais, une relation parfaite. C'est-à-dire que chacun a des atouts et chacun aussi a des casseroles, si j'ose dire. Voilà. Et pour ma dernière question, résumée en 2-3 points assez rapides, qu'est-ce qu'on peut retenir du rôle de médiateur international de la Turquie, non pas sur la scène régionale, mais sur la scène plus ouverte, plus internationale? On voit que la Turquie a un rôle quand même assez inédit dans la question ukraino-russe. Selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait, pour des personnes qui seraient intéressées sur le rôle de médiation turque, des points clés de ce nouveau rôle d'Erdogan sur la scène internationale? Alors, ce n'est pas vraiment un nouveau rôle si on parle justement de l'Europe, de l'Ukraine, de la mer Noire. Oubliez que les sultans ottomans se définissaient comme sultans des deux mers. Bien sûr. L'une, la mer Blanche, la mer Méditerranée, la mer Noire. Et
la Turquie est donc une puissance en mer Noire. Et alors, la mer Noire, à l'heure actuelle, pourquoi elle s'intéresse à la mer Noire? Pas tellement au départ pour jouer à tout prix un rôle diplomatique, mais parce que sa sécurité est directement concernée. Bon, l'hypothèse d'une victoire de la Russie en Ukraine aurait des conséquences importantes et graves pour la Turquie, parce que la Turquie est aussi gardienne des détroits. Et d'une certaine manière, elle a joué un rôle. Alors, elle a des bonnes relations avec la Russie, elle n'a pas appliqué effectivement les sanctions occidentales contre la Russie, mais elle a condamné l'intervention de l'Ukraine, elle n'a jamais reconnu l'intervention russe en Ukraine, n'a jamais reconnu l'annexion de la Crimée, et elle a appliqué la Convention de Montreux sur les détroits, ce qui a privé la Russie finalement de la possibilité de faire pénétrer ses forces navales en mer Noire. En tout cas, des renforts, ce qui explique les difficultés que la Russie aussi connaît à l'heure actuelle en mer Noire face à l'Ukraine. Donc, je dirais que depuis le début d'ailleurs de la guerre en Ukraine, la Turquie a cherché à jouer médiateur, notamment parce qu'elle avait des relations avec les deux États, et qu'elle était un des rares pays à avoir des relations avec les deux États. Elle a obtenu d'ailleurs ce qu'on a appelé l'initiative diplomatique, l'initiative céréalière en 2022-23. Ceci étant, cet accord qui a permis à l'Ukraine de se remettre à exporter ses céréales a été dénoncé par la Russie au bout d'un an, mais la Russie a du mal à empêcher les exportations céréalières parce qu'elle ne contrôle pas la mer Noire, justement. Et du coup, la Turquie, à chaque fois, bon, elle a participé également à des échanges de prisonniers, elle a chaque fois cherché à dire nous sommes là, on peut jouer un rôle de médiateur, et depuis le début de l'année 2025, il y a eu plusieurs contacts à Istanbul entre l'Ukraine et la Russie. Son grand rêve est effectivement de jouer un rôle central dans la résolution de la crise ukrainienne. Mais c'est pas seulement, oui, c'est un rêve d'ambition qui correspond à ses ambitions diplomatiques, mais je crois que c'est aussi un rêve qui concerne directement sa propre sécurité, et qui concerne aussi directement son avenir, plus largement quand vous parliez de la scène internationale. Pourquoi? Parce que avec la nouvelle situation de conflictualité entre l'Europe et les États-Unis, le problème de l'Europe maintenant affiché, c'est de construire une défense européenne, et en réalité, la Turquie a deux fers au feu ici. Elle a sa relation d'un côté avec Trump, mais elle a aussi ses intérêts, sa sécurité à jouer dans une relation avec l'Europe, et notamment dans une participation à cette nouvelle défense européenne. Recep Tayyip Erdogan l'a dit très clairement en disant qu'il ne pouvait pas concevoir une défense européenne, effectivement, sans la Turquie, à la fois pour des raisons militaires, mais aussi pour des raisons stratégiques, on le disait. C'est une puissance en mer Noire et elle contrôle les détroits. Merci beaucoup Jean-Marco. Si jamais vous avez des questions, vous aimeriez qu'on aborde certains sujets, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, et à très bientôt. Au revoir.